Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir. Merci d'être là pour ce premier direct sur Twitch. Veuillez d'emblée me pardonner la façon dans laquelle je peux interagir avec le chat. Ça fait quelques semaines que j'observe évidemment ce qui peut se passer avec mon confrère Samuel Etienne, avec pas mal de gens, et que je salue d'ailleurs bien, Mathéouche, Raphaël, tous ces... salut les gars, voilà, il y a déjà des gens qui sont en train de remonter. Merci à vous d'être là. On démarre cette soirée avec une thématique qui est chaud patate. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est un dossier sur lequel, pendant l'été, moi j'ai eu l'occasion, grâce à Wilfried Mag, de découvrir qui était Monsieur Robben. Je n'ignorais son existence, et pourtant, on peut pas dire que je m'intéresse pas à ce qui se passe sur les interwebs, mais pour le coup, moi je connaissais pas ça, donc forcément ça a titillé ma curiosité. Je me suis un peu renseigné, il y a eu pas mal de posts autour de tout ça, mais c'était en plein été et on était dans un joyeux moment de déconfinement. Donc tout ce qui s'est passé ces derniers temps m'ont incité à tendre une perche, à lancer une bouteille à la mer ce week-end à des invités qui nous font le plaisir d'ailleurs de venir nous rejoindre, et je vais vous les présenter tout de suite. On va vous dire bonjour dans le chat. Bonsoir Aurore, bonsoir Jonathan, bonsoir Raph qui est là, bonsoir aussi Pascal depuis Facebook. On shoot en multi-stream, donc la probabilité est non nulle que ça crache à un moment donné, ça vous le savez. Là, on est sur Facebook, on est sur Twitch, donc sur Twitter, ainsi que normalement, si tout va bien, sur YouTube aussi. Donc, voilà. Je disais donc, c'est un dossier sur lequel la semaine dernière, exactement jeudi, je pense que c'était jeudi, ouais, je suis tombé là-dessus et je me suis dit, tiens, c'est Philippe Laloux, je fais un peu de réel en temps réel, c'est Philippe Laloux qui a des cartouches à tirer là-dessus, qui a enquêté. Il y a pas mal de trucs et Philippe va pouvoir nous en toucher un mot, puisque on a la chance de l'avoir avec nous. Et je vais vous présenter monsieur dans 2 minutes. Et je me rends compte que c'est un panel exclusivement masculin, et ça va pas. Et je vais faire gaffe les fois suivantes, parce que ça va pas. Tout simplement. On peut plus aujourd'hui avoir des conférences, et on peut plus avoir des panels uniquement avec des mecs. Ça ne va pas. Mais bref, voilà, ce soir c'est encore le cas, et je m'en excuse. D'emblée, l'image est plus nette sur Twitch. Ça marche mieux que l'autre fois, c'est ça, Raphaël, que tu me dis? Ah non, l'image est plus nette. Alors c'est peut-être les encodeurs de Restream derrière. L'image est plus nette là-bas. Ok, bon. Mais faites des screenshots. Il y a un lag de son. Ah, il y a un lag de son. Alors, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Normalement, est-ce que c'est un décalage ou est-ce que c'est un lag? Parce que si c'est juste si c'est un décalage, je dois pouvoir l'ajuster. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour dire bonjour à Philippe Laloux, donc, qui nous a rejoint. Bonjour Philippe, bonsoir. Bonsoir Damien. Jacques Follon qui est avec nous aussi. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Et alors, Brio Beckers et Guillaume aussi, qui sont là, de LN24. Bonjour vous deux. Dans le décor qui a servi d'ailleurs pour un document. C'est pas un documentaire, comment est-ce que vous appelez ça? 14 minutes, c'est pas vraiment encore un doc, c'est plus long qu'un 45 secondes dans une story. C'est un nouveau format que vous avez construit pour LN24. Oui, c'est un espèce de format de journalisme explicatif qu'on explore pour l'instant. Ouais. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Je sais pas si le son est meilleur. Vous pouvez me faire signe dans le chat si le son est bon ou pas. Si c'est pas le cas, je vais essayer de rajouter peut-être un tout petit peu de délai dans le son. Hop, comment est-ce que... C'est tout bien mieux sur Twitch. Ouais, mais je suspecte Raph de dire que Twitch est forcément meilleur que tout le reste. Je rigole. Ok, ça a l'air d'être bon. Top. Je disais donc, je n'ai aucun problème sur Twitch. Bah, tant mieux, excellent. On va continuer seulement à nous faire remonter tout ça. Et le son est nickel chez Facebook aussi.
Mais bigre, ça veut dire que c'est possible. Euh, Philippe, quand j'ai vu Oui, passer ton article jeudi, je me suis dit, ça y est, alors on se connaît quand même depuis suffisamment longtemps pour savoir que quand tu chopes un os, c'est difficile de te le faire lâcher. Et notamment sur cette thématique-là qui est au carrefour de plein de choses. C'est du numérique, mais c'est bigrement sociétal. Ça impacte toutes nos vies, en fait, depuis que le numérique c'est infusé partout dans toutes nos vies. C'est d'actualité avec ce qu'on est en train de vivre sur le Covid. Qu'est-ce qui t'a mis, toi, la puce à l'oreille qui avait un... Comment toi, t'as eu au début, et on reparlera des articles que tu as écrits et de tout ce que tu as pu décliner, euh, et de tout ce que tu vas encore décliner, parce que si j'ai bien compris, t'en as encore sous le coude. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille, toi, qui avait un truc qui était en train de se passer avec ça? bah, c'est pas venu comme ça, comme une météorite qui débarque sur Terre, hein. En réalité, moi, ça fait quand même 3 4 ans que je suis, on va dire, le RGPD et la question du capitalisme des données, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, comment les GAFA plutôt utilisent nos données. J'avais eu l'occasion de suivre toute l'affaire Cambridge Analytica et de manière générale, donc, la manière dont les GAFA collectent des données, les traitent, les commercialisent, etc. Puis j'ai eu l'occasion d'assister à la naissance du RGPD. Là, journaliste plutôt explicatif, justement, c'est quoi les enjeux, essayer de tout transmettre ça. Mais je n'avais pas réalisé à quel point, en fait, ce RGPD, c'était pas juste, ou en tout cas, ce souci de données n'était pas juste un problème de GAFA. Et que j'avais un peu oublié naïvement que l'État aussi gérait des données et que finalement les algorithmes, les outils qu'ils utilisent sont quasiment aussi opaques, voire plus opaques que ceux qu'on reproche aux GAFA. Et Ok. donc avec évidemment le début de la pandémie, il y a presque un an maintenant, le 13 mars, en tout cas pour le confinement, ben on a tous vécu cette gestion de l'État par arrêté ministériel, par arrêté royaux, où on contourne un peu les débats parlementaires. Euh, et on assistait de manière un peu naïve et crédule à un léger grignotage de nos libertés fondamentales, des droits fondamentaux. Euh, et on le faisait, bah, je suis ni pro, ni, voilà, le débat n'est pas là. Selon justement que l'on soit euh, pro vaccin, pro lockdown, etc., pro anti, on subissait ça de manière la géométrie variable, mais en tous les cas, il y avait cette question évidente, ce constat évident que nos libertés étaient grignotées. Et pour la plupart des gens, pour la majorité des gens, on se dit ben, c'est pour la bonne cause, c'est pour lutter contre un virus, etc. Mais petit à petit, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un petit parfum de, je ne sais pas si vous vous souvenez, les attentats à Paris, les attentats à Bruxelles. On se disait aussi que là aussi, il y a eu des mesures antiterroristes qui ont été prises dans l'urgence et qui, aujourd'hui, on est en 2021, je ne sais pas quelle date, le 21, aidez-moi, le 22. février 22, voilà. Et ben, ces mesures, elles sont toujours là, en fait. Et donc, on n'a pas, par magie, opéré un retour en arrière et restauré tout ce qui existait avant. Aujourd'hui, on se balade à Bruxelles, on voit des militaires et on trouve ça normal presque. Et c'est ce qui est en train de se passer, en fait, avec la gestion de la pandémie par l'État. Et donc, tout simplement, moi, dans le suivi de mon dossier de base que je suis depuis 3 4 ans, j'ai eu l'occasion, au mois de septembre, d'avoir un contact. On peut dire leur nom maintenant, on va les appeler les lanceuses d'alerte, et on pourra avoir un débat un jour sur les lanceurs d'alerte, parce que ce qu'elles ont fait, c'est extrêmement courageux, et je les salue. Donc, c'est Charlotte Derep et Alexandra Jaspard, pardon, qui sont, Gaspard, c'est mon fils, Alexandra Jaspard, qui ont alerté, qui ont envoyé un courrier au Parlement et un peu dans la foulée de ce qu'avait fait la Ligue des droits humains. Donc c'était en octobre pour dresser un tableau qui était apocalyptique de la manière dont l'autorité de protection des données, donc qui a succédé à la commission de la vie privée avec la mise en place du RGPD, fonctionnait aujourd'hui, ou plutôt ne fonctionnait pas. C'était apocalyptique. Conflit d'intérêts, incompatibilité légale, avis de complaisance, une APD qui est ignorée ou qui est bypassée. Et on se dit quand même que ça,
c'est juste un pilier de, non seulement de la démocratie, mais aussi de notre vie privée. Et là, on réalise que, en réalité, ce que l'on reprochait aux GAFA, ben là, finalement, c'est l'État qui nous le fait comme un poignard dans le dos. Mhm. Et donc, moi, ça a été le déclencheur. C'était ce fameux courrier aux parlementaires au mois d'octobre. Et petit à petit, j'ai continué à creuser sur cette question. Voilà. Puis il y a eu ce fameux arrêté du 12 janvier 2021, donc dernièrement. Donc, pour rappel, c'est quoi? C'est un arrêté ministériel, donc on ne passe pas par le Parlement, il n'y a pas de débat. C'est un ministre ou un gouvernement qui rédige un texte et décide lui-même finalement le sort que l'on va réserver à nos données, que l'on confie en toute confiance à l'État. Donc en l'occurrence ici, c'était de permettre à l'ONSS d'aller pêcher à gauche à droite dans des bases de données santé pour faire du flicage en fait, hein, du traçage de fraudeurs et du profilage de fraudeurs. Ça a été comment dire, la petite secousse électrique. Il est temps de monter en puissance sur ce dossier. Et on va évidemment, évidemment y revenir. Brieux, Guillaume, et j'en profite, bonsoir Joe Favre, bonsoir aussi Laloy Leitens, Pascal Vermeulen aussi qui est là sur Facebook. Un poil très facebookien tout de même, non? Allez, j'assume. Oui. Oui, évidemment, évidemment. J'ai pas encore la grammaire, Raph, mais j'essaye de faire, voilà, des choses qui, pour moi, ont du sens. Très labdavanak, nous dit la loi. Ouais, bah oui. Et il y a une question aussi qui va revenir, et on la posera tout à l'heure, mais je voulais, Guillaume et Brieux, vous, ça a été quoi le déclencheur? Parce que dans la vidéo que vous avez faite, on reprend d'ailleurs l'exemple dont Philippe parlait avec l'ONSS, ces échanges de données, la façon dans laquelle toutes ces structures étatiques interagissent entre elles. C'est vrai qu'on avait plutôt l'habitude d'aller taper sur les GAFA pour ça, de dire ouais mais les gars vous faites n'importe quoi avec nos data, et là on se rend compte que c'est notre propre État qui... moi je reste convaincu qu'ils font pas absolument n'importe quoi et que c'est très réfléchi comme façon de faire, mais c'est très réfléchi d'une manière telle où le principal utilisateur, c'est pas le citoyen. On n'a pas mis le citoyen au centre du dispositif, c'est plutôt tous les services étatiques derrière pour que tout le monde soit bien capable d'aller accéder aux bonnes bases de données pour être le plus efficace possible d'un point de vue étatique, mais pas pour les citoyens. Je ne sais pas comment vous avez perçu les choses. Enfin, qu'est-ce qui a été le déclencheur de votre côté? J'imagine certains ingrédients aussi comme ça, mais comme Philippe. Mais en fait, Damien, c'est un peu par hasard le sujet par lequel on va être rentré. C'est-à-dire que moi, à la base, je voulais faire donc une vidéo simplement une belle infographie, comment circulaient nos données qui étaient collectées par l'État dans notamment le tracing. Et donc, c'était à la base vraiment pouvoir remonter en fil en se disant, bah, tiens, on va chercher telle donnée à tel endroit, et puis après, ça transite par tel endroit. Et j'avais entendu parler du comité de sécurité de l'information. J'étais très, très loin de m'imaginer tout ce qu'il y avait derrière. Et en fait, j'approche un peu le sujet comme ça, on peut par différents bouts. Et puis, c'est en arrivant aussi sur l'arrêté du 12 janvier que effectivement, il y a quelque chose là qui s'est passé, pas de coup d'accélérateur, mais en tout cas qui était révélateur de ce qui était en train de se faire. Et donc voilà, donc, on est rentré dessus, et puis après, on montait les fils. Et en fait, on était exactement en parallèle avec Philippe et son article qui est sorti il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus maintenant. Mais voilà, on était en fait sur le même dossier. On m'a dit que le son passe pas bien. Ça fait Robocop. Il y en a d'autres qui ont des problèmes de son. J'essaye de voir d'où ça peut venir. Ça fait un peu Robocop. Moi je vous entends bien, mais je sais pas si tout le monde vous entend bien. Il y avait un petit peu d'écho. Je pense que j'ai réussi à couper l'écho. C'est pas sûr. Mais le son LN24 uniquement. Ok. Bon, alors est-ce que on a la possibilité de... Alors chez moi ça passe, ok. Ça c'est... Le son est très mauvais, dire que je m'en excuse vraiment. Sur YouTube, le son est mauvais. Bigre.
petite coupure chez le duo. Ah, c'est peut-être le micro. D'accord, c'est peut-être le micro en fait qui fait comme il a tendance à vouloir muter les sons qui sont pas à l'antenne. Ouais, s'il y a moyen de couper vos micros quand vous êtes pas à l'antenne, ça peut peut-être aider. On va revenir chez vous les garçons juste après. Je vais donner la parole à Jacques parce que comme Brieux l'a dit et Philippe aussi, en fait c'est pas nouveau. Ce qu'on découvre là, vous, et quand je dis vous, parce que t'es pas tout seul à avoir, notamment sur LinkedIn, je pense, tiré la sonnette d'alarme très tôt, dans le premier confinement même, en disant qu'est-ce que vous êtes en train de foutre là et ça a suscité pas mal de réactions, je pense, dans le microcosme, on va dire ça comme ça, parce que quand je me suis amusé à retourner voir un peu sur ton profil LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui sont des DPA, donc des gens qui sont sur qui sont des, non, c'est comment, c'est des Data Protection Officer, DPO, je pense, qui sont avec toi, et qui participent à la conversation, et tout le monde avait l'air d'être assez raccord assez tôt sur ce qui est en train de se passer, non? Alors, je voudrais peut-être juste faire une minute d'historique. En fait, on avait, avant le RGPD, une loi qui datait de 1992, dont tout le monde se fichait complètement, déjà parce qu'à l'époque, le prédécesseur de l'autorité de protection des données, celle de la commission de la vie privée, avait très très peu de moyens et très peu de personnel. On a vu arriver le RGPD en 2018 et en fait, quelque part, les professionnels du secteur et les académiques se sont dit « Ah, enfin, on a un truc, c'est le même texte partout. Il y a un principe qui est extrêmement important, c'est le principe de transparence. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde, le citoyen, le consommateur, parce que Philippe a parlé des GAFAC, mais que ce soit dans les relations avec les acteurs commerciaux ou les acteurs étatiques, le principe de transparence est la base, c'est-à-dire qu'en fait, on doit savoir ce qu'on fait avec nos données. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte très très vite, d'abord que l'État se fichait complètement de la vie privée, et c'est quand même un truc hallucinant. Tout le monde savait depuis 4 ans que le 25 mai 2018, le GDPR entrait en ligne de compte. Il y a un État en Europe dans lequel il n'y a pas eu d'autorité de vie privée qui a été nommée, c'est en Belgique. Le gouvernement avait oublié. C'est quand même, je trouve, déjà assez révélateur. Et donc, en catastrophe, ils ont prolongé la commission de la vie privée en soins palliatifs en disant « Ah ben, on a oublié, on va vite mettre quelque chose. » Enfin, bon, ce qui est quand même assez pathétique, déjà. Et puis, arrive le confinement, et déjà, très très vite, au niveau des professionnels, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment de gros problèmes, à tel point qu'avec un certain nombre de DPO, déjà en juillet 2020, on a écrit une lettre ouverte au Premier ministre, qui a eu aucun effet. C'était encore Sophie Millemez à l'époque. Donc, il y a eu beaucoup de réactions des professionnels. On a eu quelques interviews par-ci, par-là dans la presse, mais pas beaucoup. Et c'est vrai et merci à vous, c'est vrai que ça fait quelques semaines qu'on voit commencer à sortir les choses maintenant. Et en fait, ce qui est important, c'est peut-être de rappeler que le RGPD, donc, c'est le principe de protection des consommateurs et des citoyens. Donc, c'est là pour ça, c'est pour nous défendre. Et que donc, puisque c'est une règle européenne, l'État belge est évidemment obligé de la respecter. Et donc, tous les textes légaux concernant la vie privée doivent être soumis à l'autorité de protection des données, généralement aussi au Conseil d'État. Et normalement, enfin, dans les pays pas très loin, en France, par exemple, la CNIL, qui est l'autorité de protection des données, est très suivie par le gouvernement. Donc, quand on leur demande leur avis, d'abord on leur demande avant, et quand ils le donnent, on le suit. Ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. C'était d'ailleurs d'autre part, l'autorité. C'était d'ailleurs une question, je pense, qui revenait tout à l'heure. Il faut que je la retrouve. C'est est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait avoir l'équivalent de la CNIL en Belgique? Parce qu'on n'a pas ça. Mais on l'a. Quelque part, l'institution existe, mais quelque part, il y a, et on y reviendra, j'imagine, il y a des problèmes de conflit d'intérêts à l'intérieur, en ce sens qu'il y a des gens qui sont censés juger les réglementations de l'État et qui eux-mêmes sont de hauts fonctionnaires. Enfin, depuis quelques jours, il y a 2 des hauts fonctionnaires qui ont démissionné, donc il n'y en a plus que 2. Ça, c'est déjà un problème de conflit d'intérêts. Et d'autre part, c'est le respect, quelque part, que le pouvoir public a envers l'autorité de protection des données. En France,
quand il y a eu l'idée du passeport vaccinal, le gouvernement a lancé un projet. Le projet est soumis à la CNIL. La CNIL a dit on peut le faire, mais avec un certain nombre de choses. Finalement, en tenant compte de tout ça, ils l'ont retiré. Mais c'est un processus, je dirais, normal. Ici, le problème, c'est que le gouvernement élimine complètement le Parlement, passe effectivement, comme Philippe l'a dit, par arrêté ministériel. Donc le Parlement ne joue pas son rôle, et le Parlement, c'est quand même ceux que nous avons élus pour nous défendre et pour nous représenter. L'autorité de protection des données, qui est là pour défendre le citoyen et le consommateur, on ne l'écoute pas. Le Conseil d'État, qui est là qui est le gardien de la loi, on ne l'écoute pas non plus. Et donc, effectivement, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Et il y a eu, et je termine juste par là, et c'est vraiment la première fois qu'on a vu des avocats écrire des lettres ouvertes de façon incendiaire. La Ligue des droits humains a porté plainte contre l'État. Une lettre d'une vingtaine de constitutionnalistes qui rappellent au gouvernement les principes de base du droit. Il y a quelques jours, des médecins 2000 médecins qui portent plainte, enfin qui refusent de participer à une diffusion de données. On est quand même dans une situation extrêmement compliquée. Merci pour ce rappel, j'allais presque dire historique, mais ça remonte, mine de rien, à moins d'un an, parce que, comme vous l'avez tous les quatre souligné, c'est pas neuf, deux, il y a quand même une accélération. Philippe, tu l'as dit, le fait... Alors, peut-être que je retourne dans les commentaires, il y a une boucle sonore, je vais... Si vous avez des casques, c'est encore mieux. Je ne sais pas si c'est encore possible d'aller choper des écouteurs de votre côté plutôt que d'écouter sur des baffles, parce que comme on est beaucoup et qu'il y a plusieurs sons derrière. Et oui, effectivement, alors je sais, Wilcock Bruxelles, moi j'ai effectivement une marmaille derrière moi qui continue aussi à vivre, parce que c'est comme ça, on est tous ensemble et ça fait partie du game que d'être envoyé. J'ai squatté le bureau de mon épouse au tout début du confinement en pensant que j'allais pouvoir m'en tirer comme ça, mais non. Je suis pas dans une bulle, donc désolé si on entend un peu des gens parler derrière. C'est mes enfants et mon épouse. Voilà. Je reviens dans les scandaleux, ouais. La CNIL avait bien en amont du RGPD une forme de légitimité car activité plus importante et surtout plus proactive, pédagogique versus l'autorité en Belgique old school ou version actuelle. Julien Gass, j'imagine que c'est Julien Gassent. Je ne sais pas si c'est toi, Julien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le chat ? Si tu veux, Damien, là-dessus, je peux rebondir. Vas-y, Philippe. Ta question était, en fait, j'ai adoré ta question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas la CNIL en Belgique ? Mais en fait, là, on a la CNIL. La CNIL, c'est l'autorité de protection des données. Mais la vraie question, au-delà de la personnalité de Franck Robben, parce que Franck Robben, je veux dire, il est là depuis les années 90, en fait, et voilà. C'est pas quelque chose de vraiment neuf, en fait. Mais pourquoi on en arrive aujourd'hui, en 2021, à se poser la question pourquoi on n'a pas d'autorité de protection des données ? Pourquoi, alors qu'en mai 2018, on lance le RGPD en Belgique, pourquoi l'APD n'est pas en place alors que les 26 autres, à l'époque 27, on n'était pas encore en Brexit, autorités de protection nationale dans les autres pays sont en place ? C'est la vraie question, et moi, c'est vraiment ça qui m'a interpellé. Moi, dans ce travail, je rassure Jacques, on ne s'est pas réveillé depuis quelques semaines. Vraiment, c'est des questions qu'on suit depuis des années, en fait. Vraiment. Mais là où on a... Disons que la crise Covid a permis d'assembler et de mettre en lumière ce que l'on savait, en fait, depuis des mois, des années, mais de manière éclatante et exponentielle. Tellement les dysfonctionnements sont énormes et surtout touchent les gens. Parce que quand on parle de vie privée, là je cite Élise de Grave qui nous a beaucoup aidé, professeur de droit à Namur, qui nous a beaucoup aidé dans ce dossier, c'est que les libertés fondamentales, la vie privée, c'est quelque chose de très impalpable en fait. Les gens ne réalisent pas. Quand on parle d'atteinte à l'intégrité physique, on voit tout de suite de quoi on parle. Quand on parle de liberté de la presse, même pour celui qui ne perçoit pas tout de suite, en une minute, on comprend ce que c'est la liberté d'expression. Mais par contre, la vie privée, tellement on est aussi habitué à balancer comme ça nos données, à se mettre à poil pour Facebook et Twitter et autres, là, on ne réalise pas trop. Si on ferme Facebook demain, les gens descendent dans la rue. Quand on met des registres de présence à l'entrée des bistrots, là, il y a
On entend des gens qui râlent, mais on le fait parce que c'est pour la bonne cause, ça aussi, ça permet de lutter contre le Covid. Mais en fait, c'est une horreur ce qui se met en place. C'est juste, c'est digne des régimes totalitaires et des pires programmes de surveillance. Et c'est pourquoi la vraie question, c'est pourquoi l'APD ne se rebelle pas, mais au-delà de l'APD, pourquoi le Parlement ne se rebelle pas. Et c'est là on commence à emboîter des morceaux de puzzle qui permettent de comprendre qu'en fait, en Belgique, la situation, elle est pourrie, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Pourrie. Il y a le verre est dans le fruit depuis des années. Et surtout depuis 2018, donc quand le RGPD est arrivé et que de nouvelles règles se sont instaurées pour les autorisations de collecte et de traitement de données pour l'État. En clair, en 2018, ce n'est plus un petit cercle d'experts réunis au sein d'une commission, à savoir la commission vie privée, qui pouvait comme ça déterminer l'ONSS, elle peut aller pêcher dans la base Sciences Sano. Oui, toi, tu as besoin de données de sécurité sociale oui, pas de problème, vas-y. Donc ça ne se décidait plus comme ça. À partir du moment où le RGPD est rentré en vigueur, c'est au Parlement, c'est-à-dire vous, moi, nos représentants, qui eux seuls, par des lois, peuvent dire exactement pourquoi telle entité pourrait prendre quel type de données, à quelle fin, pour quelle durée, pour quel objectif, et si c'est légitime ou pas. Et l'autorité de protection des données, à savoir la CNIL belge, si vous voulez, est là pour contrôler. Et avec cette nouveauté qui est arrivée en 2018, c'est que l'APD a un pouvoir de sanction. Elle peut, si l'État ne respecte pas les principes de base du RGPD, elle peut le sanctionner. Est-ce qu'il y a seulement eu une seule sanction de l'APD aujourd'hui depuis 1 an? 0. Par contre, l'APD a sanctionné des petites ASBL, elle a sanctionné We Citizen, une association citoyenne qui avait fait un truc visiblement de manière éclatante contraire au RGPD, mais ils se sont ramassés une solide amende. Alors on a entendu parler d'une amende de 600 000 € à Google, mais directement derrière, via la Cour des marchés, en fait, cette sanction, elle est annulée. Donc en fait, l'APD ne joue pas son rôle et pas de rôle d'accompagnement. Pourtant, elle a reçu un budget de 300 000 € pour le faire, mais elle ne le fait pas. Deux, à l'égard des entreprises, c'est très à géométrie variable. C'est clairement la politique des avis de complaisance, vraiment à géométrie variable. C'est un peu la politique du communiqué de presse. Donc, si je peux dire que j'ai sanctionné telle entreprise, mais ça va faire un beau communiqué de presse. Mais en réalité, derrière, on sait bien que d'autres. Si je vous dis par exemple que le directeur de la Chambre des contentieux, donc qui donne des sanctions, est un ancien représentant du plus gros lobby de Facebook en Europe, on peut aussi se demander, 3 petits points. J'aime pas les 3 petits points, mais voilà. Et donc, la vraie question, c'est pourquoi. Et alors, troisième chose, c'est vis-à-vis de l'État, rien. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu droit à quoi de la part de l'APD? C'est un courrier envoyé aux autorités du pays, gouvernements fédéral et entités fédérées, au président, oui, je pense aussi les présidents d'assemblée, etc., juste pour dire attention, ce que vous faites, c'est pas bien, la prochaine fois, on risque quand même de vous sanctionner. Mais dans une pipe, sanctionnez-les. Sanctionnez-les parce que ce qu'ils font est illégal. Ce qu'ils font aujourd'hui est purement illégal. Et ils font quoi? Ils bypassent le Parlement, qui est donc le seul habilité à pouvoir écrire des lois qui donnent des traitements de données. Ils ne consultent pas l'APD. Quand ils la consultent, ils ne respectent pas l'avis. Ils passent par un comité dont Guillaume et Brieux parlaient, donc c'est le comité de sécurité de l'information, qui est un ovni institutionnel qui échappe totalement au contrôle du Conseil d'État, du Parlement. À notre recours à nous, il n'y a aucun recours citoyen possible vis-à-vis de ce qu'on appelle des délibérations, qui est un mot pudique pour appeler ça des autorisations de traitement. Et puis, donc le système est complètement poreux, en fait, est marécageux, tout passe à travers les mailles du filet. Et il y a une troisième pièce qui est quand même pas négligeable, c'est que la mise en application de tout ce qui est décidé, on va dire la mise en place des serveurs, des outils algorithmiques, des formulaires, des sites, le fameux PLF par exemple, tout ça passe par une ASBL qui est au service de l'État, sans marché public, et qui s'appelle la SMALS, et qui gère tout ça
sans passer y par le marché revenir, public, on est on à va y l'inverse revenir de sur la l'open data. SMAS. Pourquoi ça ne marche pas? C'est que ça arrange évidemment un certain nombre de personnes. C'est là où je voulais en venir. Pourquoi l'APD a mis tellement de temps à se mettre en place? Mais parce que quand le RGPD est arrivé, c'était panique à bord. Hein. Panique à bord. Comment est-ce qu'on allait pouvoir maintenir ce qui avait été mis en place depuis les années 90? Et donc, on parle souvent de Franck Robben, mais moi, j'en veux pas à ce garçon. Je pense que c'est quelqu'un de très intelligent et qui est un visionnaire. Mais comment l'État a pu laisser faire ça? Comment l'État a pu lui permettre de faire son coup? Franck Robben n'a pas fait de coup d'État, hein, vraiment pas. On n'est pas non plus une république bananière ici. Hein, on l'a laissé faire. Mais parce que c'est pratique, comme je le disais dans mon article, d'avoir un gars comme ça qui vient chez vous et qui dit bah, écoutez, moi je dors pas, je pars pas en vacances, je peux vous écrire une loi. Je peux faire en sorte que ce soit légal parce que je contrôle, j'écris les délibérations du CSI, même si ce n'est pas tout à fait RGPD, vous inquiétez pas, je m'organise. Et en plus de ça, j'ai des codeurs à ma disposition, je peux vous faire les algorithmes et je peux mettre en place les serveurs. Et tout ça, voilà, c'est au service de l'État, tout ça va bien se passer. Mais quel confort pour un gouvernement, qui plus est en période de pouvoirs spéciaux et qui doit gérer une pandémie. Donc, tout l'intérêt pour le gouvernement, et j'en termine, c'est d'affaiblir l'APD, absolument affaiblir l'APD. Aujourd'hui, c'est une coquille vide, malheureusement. La question, merci hein, Philippe, parce que c'est un sujet qui est super complexe. C'est pour ça qu'on le fait comme ça aussi. J'espère que de votre côté, les enjeux, vous les percevez aussi. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints d'ailleurs. Salut Chaos, il y a Julien, il y a Bibi Scott sur YouTube, Axel Belen aussi sur YouTube. Il y a Julien Gassen qui disait dans son commentaire, le triste entre guillemets, c'est, alors tu parlais de Robben qui avait bien perçu l'importance de l'usage de ces datas. Est-ce que finalement, comme tu le disais, et Brieux et Guillaume, est-ce que c'est votre intuition ou votre ressenti aussi, après avoir enquêté là-dessus? Est-ce que finalement c'est... J'ai envie de rester poli, mais c'est compliqué. Est-ce que finalement la culture numérique des hommes et des femmes politiques, ajoutée à l'état d'urgence, ajoutée à tout ça, fait en sorte que ils ont été très très contents de pouvoir se débarrasser du truc, mais qu'aujourd'hui, faire rentrer, et je ne sais plus de quel article, je pense que c'est un de tes articles, Philippe, une fois que le génie des datas sont sortis du tube de dentifrice, c'est difficile de les faire rentrer dedans après. Et là, pour le coup, on voit bien l'état de confusion. On attend de voir vendredi ce qui va se passer avec le comité de concertation, mais il y a quand même un emballement là, enfin un emballement dans le sens où on rajoute des couches de complexité et puis on se rend compte que ça fuite de partout. Comment vous dans votre enquête, qu'est-ce qui vous apparaît comme étant le plus problématique aujourd'hui sur lequel il faut vraiment vraiment alerter? On entend Philippe, je t'ai rarement entendu aussi j'allais dire véhément, mais moi ça me fait du bien d'entendre ce genre de choses parce qu'on a besoin de s'insurger aussi contre ce genre de choses. Quand on est journaliste, enfin je veux dire, ça a du sens de se bagarrer là-dessus, de monter au front. C'est pas être militant que de revendiquer une gestion correcte et honnête des données des citoyens. Ça a été votre impression aussi, Guillaume, Brieux? Ah, faut que je vous unmute parce que sinon ça va moins bien. Je ne sais pas si tu nous entends, on a mis un écouteur, donc ça devrait aller un peu mieux pour le son. En tout cas, nous, ce qu'on a cru comprendre, et ce qui semble évident, c'est que dans le cadre de la lutte contre cette pandémie de Covid qu'on vit depuis près d'un an, la gestion des données ou la récolte de certaines données et le croisement de certaines données peut être un outil qui est très très efficace pour aider à lutter contre cette pandémie de coronavirus, à condition évidemment que ce soit bien encadré, utilisé de manière proportionnée, avec un aval légal de la part du Parlement. Ça peut être vraiment un outil très efficace, et ça je crois que c'est important de le souligner. Ça peut vraiment nous aider à sortir de la crise plus rapidement. Et donc effectivement, je pense que le gouvernement a dû être très content de pouvoir se tourner vers des personnes expérimentées, avec une connaissance très poussée de la tuyauterie déjà en place en Belgique, avec les moyens techniques et intellectuels de mettre quelque chose en place
très rapidement, avec peu de bugs techniques comparé en tout cas à d'autres pays qui ont mis en place des outils similaires. Donc, il y a une certaine efficacité dans l'urgence d'avoir fait appel à ce type de personnes, à ce type de dispositif. Par contre, là où il faut être très vigilant, et c'est ce que Monsieur Jacques Follon en tout cas a dit, et ce que les experts qu'on a pu consulter dans le cadre de l'enquête nous ont bien dit aussi, c'est que les outils qui sont mis en place aujourd'hui sont dangereux, et c'est pour ça que Philippe avait tout à fait raison de faire la comparaison avec les attentats de 2016, où pour la même raison, on était dans l'urgence, on a mis en place des outils qui aujourd'hui sont encore là et qui parfois servent à des fins qui sont tout à fait différentes de celles pour lesquelles ils ont été mis en place à l'époque. Et donc c'est ça où il faut être attentif. Les outils qu'on met en place aujourd'hui sont dangereux. Si on veut les utiliser à mauvais escient, ils sont très efficaces et peuvent être intéressants s'ils sont utilisés à bon escient. Et donc, pour résumer, il faut bien les encadrer, bien bétonner tout ça, bien baliser, mettre des garde-fous. Et c'est un petit peu là où le bât blesse en Belgique, parce que cette autorité de protection des données qui est censée jouer ce rôle d'encadrement, le Parlement qui est censé encadrer les lois et les différentes instances qui sont censées être en place pour permettre d'éviter des dérives, elles sont toutes complètement affaiblies. Ici, on a utilisé des arrêtés ministériels, donc on a bypassé complètement le Parlement. Et comme ça parle de soins de santé et de données de sécurité sociale, les échanges sont gérés par un comité de sécurité de l'information, on pourra en reparler un petit peu plus tard avec Jacques Follon, mais qui est une aberration un petit peu en termes de la philosophie du RGPD, qui émet des délibérations sur lesquelles l'APD a vraiment peu de contrôle, et elle peut difficilement le sanctionner. Et nous, citoyens, on a très peu de contrôle aussi sur ce qui est décidé par ce comité de sécurité de l'information, qui est un petit groupe de personnes qui ne sont pas élus, sur lesquels on n'a absolument aucune prise. Et donc, on se retrouve dans une situation où il y a énormément de données qui sont échangées, peut-être dans la lutte contre une pandémie, ce qui est un objectif qui peut être noble, mais pour lequel on a prévu très peu de garde-fous, ou pour lequel les garde-fous qui sont en place sont extrêmement affaiblis. Il y a des questions qui remontent, et merci d'ailleurs à tous ceux qui envoient ces réflexions-là. Bonjour Mathieu, merci Axel Bellen, je ne pense pas qu'on ait déjà eu l'occasion de se rencontrer. Il y a une question qui revient de manière assez tangible, c'est normalement on devrait pouvoir accéder à nos données. Jacques, la GDPR, ça stipule quand même que si je veux modifier, me rétracter, etc., je dois pouvoir avoir un formulaire simple, efficace, via lequel j'accède à mes données. Est-ce que c'est le cas quand on entend ce que des gens qui ont creusé pas mal dessus, et je pense que c'est des warnings que tu as allumés aussi il y a un certain temps. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que, au niveau de l'État, parce que visiblement les entreprises, elles se font quand même un peu cornaquer, mais est-ce que l'État nous donne cette possibilité-là? Et est-ce que finalement, tu fais le même constat que Guillaume, Brieux et Philippe? Là, on est dans un état d'urgence par rapport au traitement de nos données en Belgique? La question plus générique, c'est est-ce qu'on est encore dans un état de droit? Alors, en deux mots, un état de droit, c'est un état dans lequel il y a des règles et dans lequel le pouvoir exécutif les respecte. Simplement, la réponse à cette question, la réponse est non. La réponse est non pour trois exemples concrets. Les deux directrices de l'APD dont Philippe a parlé, dont je dois dire, je salue aussi le courage, parce que ont été dénoncées la situation devant le Parlement. 4 mois plus tard, rien. Donc, deux directrices en l'occurrence, d'une institution de l'État viennent demander au Parlement de prendre des mesures parce que le fonctionnement était illégal. Le Parlement ne fait rien. Elle renvoie une deuxième lettre pour dire « Coucou les gars, on vous a quand même annoncé tout ça il y a 4 mois, il faudrait peut-être faire quelque chose. » Elles reçoivent une lettre en disant « Taisez-vous ». C'est quand même assez hallucinant. Ce qui a généré le fait que finalement, elles ont écrit à la Commission européenne en disant « Écoutez, je ne sais plus quoi faire. » C'est hallucinant. Et les conséquences sont dramatiques
Parce que, Damien, tu parlais un petit peu des DPO tout à l'heure. Donc les DPO sont les Data Privacy Officers, c'est-à-dire ceux qui aident les entreprises à se mettre en place. Moi, j'en fréquente beaucoup puisque j'organise pas mal de formations pour DPO dans le secteur public et dans le secteur privé. Mais ils sont totalement démotivés et il y a énormément d'émissions. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous convaincre un patron d'un CPS, d'une commune ou même d'une entreprise de respecter une réglementation alors qu'il lit dans le journal d'excellents articles disant qu'en fait le gouvernement s'en fiche complètement? C'est pas ça. Donc quelque part, c'est une espèce de délition complète à ce niveau-là. Alors tu parlais du côté militant et du côté insurgez-vous. Je crois qu'on pourrait... Il y a effectivement, et on le sent quand même beaucoup, il y a la Ligue des droits humains qui a réagi, qui a encore attaqué l'État ce matin. Il y a des associations qui sont en train de se créer, de citoyens, de juristes, de professionnels, qui veulent justement mettre en place des actions, qui veulent mettre en place des actions contre l'État éventuellement, pour le respect des lois. Et pour revenir sur ta question qui est excellente, ou la question d'un des participants, sur le droit d'accès. Alors, ce qu'on peut tous faire, demain, on écrit, dès qu'on reçoit un courrier, parce qu'on va avoir, en principe, on a annoncé un SMS, un courrier et un mail. Bon, nous avons tous le droit de dire à celui ou à l'institution qui nous a renvoyé ce mail ou ce SMS ou ce courrier, de dire, voilà, expliquez-moi d'où viennent ces données et qui vous a donné l'autorisation de les avoir. Et ça, c'est un droit qui fait partie du GDPR et qu'on peut tous faire. Le gros problème, parce que certains l'ont déjà fait, c'est que la réponse est, c'est un peu compliqué, est-ce que vous voulez préciser votre question? Et malheureusement, pour éviter des abus, le RGPD a prévu ça. Donc, on est obligé de répondre un deuxième courrier en disant, écoutez, nous, on veut savoir ça. Alors, malheureusement, ils ont encore une possibilité, et je ne dévoile pas des secrets, c'est dans le texte du RGPD, donc ils savent, tout le monde le sait très bien. Ils ont la possibilité de dire, normalement, ils doivent répondre dans un délai d'1 mois. Mais s'ils ont beaucoup de demandes, ils peuvent rajouter 2 mois. Donc, ça veut dire qu'on va poser la question aujourd'hui, et dans 3 mois, on aura peut-être une réponse. Et ce n'est qu'après avoir épuisé ses droits qu'on peut porter plainte à l'APD. Ce qui est extrêmement simple, il y a un formulaire en ligne sur le site, on remplit, etc. Mais l'APD, et c'est logique, nous demande, avant de porter plainte, est-ce que vous avez exercé vos droits d'abord vis-à-vis du responsable de traitement? C'est logique. Et donc, le problème, c'est que si j'envoie aujourd'hui un courrier à une de ces institutions pour savoir ce qu'ils font avec mes données, j'aurai peut-être une réponse dans 3 mois. Après ça, je dois porter plainte à l'autorité de protection des données. Et là, on arrive dans un autre problème dont Philippe a parlé dans son article aussi, c'est que l'APD est totalement sous-staffé et que le service qui s'occupe des plaintes a reçu, si ma mémoire est bonne, 9000 plaintes en 2020. Et pour les traiter, ils sont 4, dont 2 juristes. Donc, merci Jacques. Je pense que c'est assez exemplaire. Il y a pas mal de questions qui montent. Bonjour Mathieu Desmarais, entre autres, qui nous rejoint à Data Village. La gestion des données décentralisées. Est-ce que je peux? Oui, Philippe. Je sais pas si Je t'écoute, Philippe, vas-y. et on peut y passer la journée, vous n'y arriverez pas. C'est extrêmement compliqué. Il y a un site qui permet de voir, via son numéro de registre national, qui a consulté vos données de registre, mais même ça, c'est compliqué. Mais je trouve qu'au-delà même de l'accès, parce qu'on parle souvent de ça, notamment pour les GAFA, moi je l'ai fait, comme tout le monde ici, sans doute autour de la table, j'allais dire, pour Google, etc. J'ai reçu des tonnes de fichiers zip avec toutes les données que Google détenait sur moi. Ça, c'est pas mal, mais c'est à la limite, c'est même illisible. Mais il y a une autre question qui se pose, c'est la transparence des algorithmes. Les outils algorithmiques qui sont mis aujourd'hui en place par l'État pour traiter ces données, faire ce qu'on appelle du data mining, c'est-à-dire du profilage. Hein. Donc, c'est Damien, je vois que tu as une bibliothèque là derrière toi, tu as un chouette micro, ou tu as quand même une tête de fraudeur, toi. Donc, on te met dans une case fraudeur. Et donc, c'est ces outils.
c'est pas ici que je vais expliquer que les algorithmes sont toujours biaisés parce que fatalement ils sont construits par des humains. On demande de la transparence à Facebook et à Google, non pas pour avoir le code source, parce que en tout cas moi je ne sais pas le lire, mais au moins expliquer pourquoi on me pousse tel ou tel produit, tel ou tel ami sur Facebook, etc. Eh bien on devrait faire pareil pour l'État. Quand on donne la possibilité à l'ONSS d'aller puiser dans les bases de données santé pour voir qui devrait être en quarantaine et pister les fraudeurs sur les chantiers, ben, je voudrais comprendre l'algorithme qu'il y a derrière. Et quand on change un algorithme, je voudrais comprendre pourquoi on le change et qui est derrière. C'est un acte politique, en fait, un algorithme. Et au niveau de l'État, ces algorithmes, on devrait y avoir accès, à la limite, plus que nos données. Enfin, parce que oui, on n'a pas le choix, on doit donner nos données à l'État. Donc, notre salaire, on doit le déclarer, voilà, tout ça, on doit le donner. Mais donc, le modifier, ça va être difficile. Non, finalement, j'ai pas gagné 1000 euros, j'en ai gagné que 50. Ça va être difficile, si c'est pas vrai, en plus. Mais par contre, comprendre les algorithmes qui font qu'un jour, on me dit, tiens, non, vous n'avez pas droit à tel remboursement pour tel médicament. Ah bon, pourquoi? Parce que vous n'avez pas été vacciné. Vous vous souvenez, en 2021, il y a eu une pandémie, hein, et vous n'avez pas été vacciné. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Ah ben voilà. On ne sait plus vous rembourser, vous n'avez plus accès à la sécurité sociale. Et pourquoi je ne peux pas rentrer dans tel événement public? Mais monsieur, vous n'êtes pas vacciné non plus, ou vous avez fait telle ou telle maladie, ou vous avez tel passé judiciaire, ou vous avez fait quand même 3 ans que vous ne payez pas vos impôts. Et donc, tout ce croisement de données et les réutilisations de données que l'on fait au-delà des lois qui permettent tout et n'importe quoi, tellement elles sont floues, elles ne sont pas limitées dans le temps, l'objectif n'est pas légitime, on ne le comprend pas en fait. Et ces algorithmes, en fait, bien plus que quand j'entends les États qui font la leçon au Facebook pour dire qu'ils doivent être transparents, mais en fait, ces algorithmes étatiques d'État, publics, devraient être considérés comme des actes administratifs auxquels on aurait accès et on devrait pouvoir les... Voilà, c'est pas une idée de moi, c'est Élise de Grave qui me soufflait ça. J'ai pu tester cette idée auprès de 2-3 autres juristes, je sais pas ce qu'en pense Jacques, mais les algorithmes qui gèrent nos données, qui nous appartiennent à nous, c'est à toi Damien, c'est à moi, c'est mes données, mais les algorithmes que l'on donne en toute... les données que l'on donne en toute confiance à un État et qui sont moulinés un peu de manière opaque par des autorités publiques, eh bien, ces outils algorithmiques-là, on devrait pouvoir y accéder, les décoder, on devrait pouvoir nous les expliquer, ils devraient être débattus au Parlement, sachant qu'il y a une culture numérique, comme tu le disais, chez nos dirigeants qui n'est pas très élevée. C'est réflexion qui remonte d'ailleurs dans le chat aussi. Du coup, les algos devraient être validés par le Parlement, dans ce cas. Et puis, un algorithme n'est jamais que l'autorisation d'un ensemble de critères. Si des décisions doivent être prises par un algorithme, il est important que les critères soient publics. Moi, il y a un truc qui m'a... Il y a quelques années... alors pour la blague, j'avais fait la demande pour pouvoir devenir e-résident en Estonie parce que voilà, l'État avait bien mis en place toute une série de procédures justement pour pouvoir tirer parti et tirer profit de ce que le numérique apportait en termes de... Je peux créer je peux avoir ma propre identité quelque part dans le registre estonien. Chaque personne en Estonie a la main sur ces données, voire même sur le serveur sur lequel les données sont stockées. Et puis surtout, les bases de données, on va pas dire qu'elles sont transparentes parce qu'ils se sont déjà fait boxer une fois, mais ça fait plus de 10 ans, Jacques, que l'Estonie a mis en place, notamment avec la blockchain, toute cette traçabilité-là de nos données, de où elles se trouvent, de comment on y accède. Je change la photo de mon permis de conduire, ma photo, elle est mise à jour sur tous les autres serveurs, partout où l'État a des données sur moi. Et puis surtout, on sait en temps réel quelle institution a accès à quel type de données me concernant. La transparence... Ça ne veut pas dire être à poil. La transparence, c'est recréer de la confiance entre le citoyen et l'institution, et les institutions, en disant « voilà ce qu'on fait de vos données ». En Belgique, on a presque l'impression que c'est volontairement fait pour que ce soit obscur, pour qu'on ne s'y intéresse pas. Quand tu nous décris, Jacques, le parcours du combattant que c'est pour ne fût-ce qu'introduire une demande à l'APD, et on a entendu que l'APD, manifestement, ils sont sous-staffés, voire complètement vidés de leur substance. C'est une dead end. Comment on sort de ça par le haut? C'est possible encore de sortir par le haut de cette situation? Mais il y a deux choses. D'abord, il y a un certain nombre de procédures de data mining qui ont été validées. Et pour être totalement transparent, avant de dire ce que je vais vous dire,
j'ai une mission pour le SPF Finance, donc comme je vais en parler, je trouvais normal de vous le dire avant. Et ça fait un certain nombre d'années que je travaille pour eux, notamment dans le domaine de la vie privée. Quand Philippe a donné la question du data mining aux finances, ça date quand même déjà d'il y a 7-8 ans, je crois. Et à l'époque, cette procédure avait été validée par la défunte Commission de la vie privée. Ce n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui pour un certain nombre d'autres. Et dans le film d'Hélène 24, Élise de Grave rappelle que dans le texte, on parle de data mining et de data mapping, mais sans vraiment expliquer ce que c'est. Voilà, et donc on n'a pas vraiment de vision très claire sur la façon dont ça se passe. Il y a un autre élément peut-être qui est intéressant aussi, c'est et qu'on utilise peu, c'est ce qu'on appelle la commission d'accès aux documents administratifs. Ce qu'on appelle la CADA, qui permet aussi éventuellement d'avoir accès aux documents qui vous concernent. Et donc, on a éventuellement une autre possibilité d'avoir accès aux documents administratifs et donc et donc les données personnelles aussi. Donc ça peut aussi être quelque chose qui peut être utile à mettre en place. Mais le problème fondamental, c'est, je dirais presque politiquement, c'est le fait qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'experts qui ont rédigé des textes de loi et que ces lois sont passées. Alors, juste pour vous donner un exemple, on parlait de Franck Robben tout à l'heure, dans la majorité des pays européens, quand le RGPD a été mis en place, on a eu une loi qui a adapté un certain nombre de textes législatifs dans le pays concerné. Bon, une. En Belgique, il y en a deux. Il y a eu la loi vie privée et la loi de Franck Robben. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé ce fameux comité dont tout le monde se pose la question de savoir. Et ce sont deux lois qui sont passées en parallèle. Et donc tous les juristes ont regardé ça comme un chien d'une pomme en disant pourquoi est-ce qu'il y a deux parcours législatifs, des commissions parlementaires séparées pour arriver à deux lois qui appliquaient en fait la même réglementation, mais avec notamment la recréation d'un comité sectoriel qui avait disparu. Enfin bon. Et donc on se rend compte effectivement que et là je rejoins tout à fait Philippe, que l'arrivée du RGPD a semé quand même un peu le trouble chez un certain nombre de nos gouvernants qui étaient habitués à ce que plus personne ne s'intéresse beaucoup à ça. Et il faut quand même rajouter une chose, et puis je terminerai par là, c'est que la Belgique est un pays un peu bizarre, puisqu'en fait, à ma connaissance, c'est le seul État européen dans lequel l'État ne peut pas être condamné par l'APD. En fait, il y a une réglementation qui dit que l'État ne peut pas être soumis à des sanctions, à des pénalités. Alors, assez bizarrement, et pas mal de juristes se sont quand même posé la question, la Cour constitutionnelle a considéré que c'est tout à fait normal, parce qu'il n'y a pas de discrimination. Voilà, je ne suis pas constitutionnaliste, donc je ne vais pas m'avancer sur un terrain dans lequel je suis peu compétent. Mais enfin, c'est quand même un peu intéressant de dire que finalement, la seule entité que l'APD ne peut pas condamner, c'est l'État. Brieux, Guillaume, vous l'aviez repéré aussi, ça, c'est pas une faille, certains disent que quand c'est pas un bug, c'est une feature, mais là, c'est presque volontaire, ce genre de truc. Comment on peut pas mettre l'État devant ses propres responsabilités quand on est dans cette situation-là? Je te voyais acquiescer, Guillaume, tu veux réagir là-dessus? Non, j'ai pas de réponse. Évidemment, on nous l'a dit aussi, hein, différents interlocuteurs nous ont souligné la non-possibilité de soumettre, enfin de mettre des amendes administratives à l'État. Mais effectivement, non, je n'ai pas de réponse. Mais ouais, effectivement, des gens nous l'ont souligné pendant l'enquête. Et ce qui est peut-être intéressant de souligner aussi, je me permets, c'est la question du rôle du Parlement aujourd'hui, puisque comme le disait Philippe et comme le disait Jacques, des membres de l'APD, du comité de direction de l'APD, Alexandra Jaspar, Charlotte de Rep, ont écrit au Parlement, qui est l'autorité compétente pour gérer et d'avoir un impact sur l'organisation de l'APD, pour pointer un certain nombre d'aberrations, que ce soit des mandataires au sein de l'APD avec d'autres mandats publics qui les rendent du coup illégaux, et les personnes donc pas vraiment indépendantes, ou les aberrations dans l'existence même de ce comité de sécurité de l'information. En pleine crise de coronavirus, où des données sont échangées à toute vitesse et dans des proportions tout à fait inédites,
Et le Parlement n'a pas l'air non plus de se saisir vraiment à bras le corps de cette problématique. Donc on peut là aussi se poser la question de savoir pourquoi est-ce que l'autorité compétente pour gérer tous ces problèmes, alors qu'elle a été alertée de tous ces problèmes, n'agit pas. Est-ce Mais ça, c'est la que... vraie question, hein. C'est la vraie Ouais. question, mais si je peux embrayer là-dessus, en fait, parce que tu demandais, question excellente, mais comment sortir par le haut de ce bourbier? Et en fait, c'est assez simple. Il faut faire deux choses. Un, c'est respecter la loi, c'est-à-dire respecter la séparation des pouvoirs et faire en sorte que le Parlement assume ses responsabilités en matière de suivi des mandats et des nominations au sein de l'APD, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'incompatibilité légale, on ne peut pas avoir, comment dire, assumer des mandats publics tout en étant membre d'une des chambres de l'APD. Donc il suffit de l'appliquer. Et deux, changer la loi de 2018, ce que Jacques appelle, ce que tout le monde appelle la loi Robben, donc la loi qui crée ce fameux CSI, cet ovni institutionnel, que moi, dans le journal, j'avais appelé le club échangiste des gestionnaires de données. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est des DPO de CPF, de SPF, qui Mhm. discutent entre eux en disant ah ben, écoute, ok, je te file ça, tu veux ça comment? Sous Excel, ça te va? Enfin, c'est vraiment ça. Et donc, il faut faire en sorte de modifier cette loi-là et faire en sorte que le CSI, qui n'est pas une mauvaise idée, mais ne joue un rôle que technique, soit un organe technique comme une sorte de super DPO de l'État et qui s'assure précisément que les transferts sont sécurisés, que les serveurs sont pas, on n'a pas mis comme mot de passe soleil 00, que tout fonctionne bien. Quoi. Et c'est la vraie question, pourquoi il n'y a pas cette volonté-là? Alors après, il faut presque inviter des journalistes politiques ici autour de la table. C'est qui Mhm. aujourd'hui qui aujourd'hui a intérêt à ce que l'État fédéral ne fonctionne pas bien? C'est une question qui revient, je vais presque dire, depuis que je suis en âge de m'intéresser un tout petit peu à la politique belge vers où on va dans ce putain de pays. C'est une question qu'à chaque fois, a une réponse qui, moi, revenait à chaque fois, c'était le point 1 du programme de la NVR, que la Belgique n'existe plus. Lisbeth Homans, présidente du Parlement flamand, ne consulte plus l'APD depuis 2 ans. Siegfried Braak était président du Parlement quand on a nommé les membres externes de l'APD. Et la présidente de la commission justice, Christine Vandenberg, est une NVA. Est-ce que ça veut dire que quelque part c'est voulu? Si on essaie Pardon? de lire entre les lignes, est-ce que quelque part ça veut dire que c'est voulu et qu'en fait on grippe volontairement les rouages, ou plutôt que d'empêcher de le fonctionner avec des décisions fortes et arbitraires, on va rajouter des couches à la lasagne pour faire en sorte que en fait ça ne peut juste plus fonctionner. Mathieu pose d'ailleurs une question intéressante sur des classes actions. Est-ce que ça pourrait être une solution pour essayer de régler, enfin on parlait de sortir vers le haut, de régler le truc, c'est on fait une grosse action tous ensemble, quitte à faire un peu de flibuste en tant que citoyen pour essayer d'amener le truc devant un juge quelque part, pour régler en bloc plutôt qu'individuellement, parce que si les individus doivent y aller un par un, on est parti. Enfin, c'est un peu comme les gros procès où on va assécher financièrement le petit qui va s'attaquer à Goliath. C'est ce qui va se passer si on laisse aux citoyens partir tout seuls se bagarrer contre l'État belge. C'est foutu. Hop, attends, Jacques, on t'écoute. C'est une très bonne idée et il y en a déjà. Donc moi, je suis pas mal effectivement ce sujet et je vois un peu ce qui se passe dans les associations actuelles et en devenir, puisque comme je disais tout à l'heure, il y a des associations qui se créent aussi. Et il y a beaucoup d'initiatives, il y a des recours, il y a eu des recours contre des amendes pour ne pas avoir mis le masque, des recours contre toute une série de décisions. Effectivement, les classes actions existent et donc on peut effectivement s'en servir. La question, c'est effectivement de voir comment les citoyens peuvent réagir par rapport à ça. Et la question du Parlement est intéressante parce qu'en fait, quelles sont les deux personnes qui ont été le plus actives à suivre et à poser des questions dans ce cadre-là? Ça a été François de Smet
le président de Défi, qui est très très actif par rapport à ça, mais qui évidemment est dans l'opposition. Et j'oublie son nom, une parlementaire CDH, médecin par ailleurs, mais j'ai oublié son nom. Fonck. Bref, qui a aussi posé beaucoup de questions au gouvernement. Mais par contre, on n'a pas vraiment entendu, et Philippe rappelait le côté peut-être le côté linguistique aussi éventuellement de ce genre de choses. Philippe rappelait à juste titre la création de la VTC, donc la Commission de la vie privée flamande, qui est une aberration juridique totale, où le président de l'APD va siéger, enfin, alors qu'il devrait en être en dehors. Enfin, on a des choses hallucinantes, mais on n'a pas entendu un président de parti de la majorité francophone, des partis de la majorité, évoquer quelque part ce genre de choses. Donc, voilà, la question c'est... alors peut-être que la Vivaldi a peut-être d'autres chats à fouetter, qu'ils ont peut-être déjà des difficultés à s'entendre sur autre chose. J'en sais rien. Donc, de nouveau, on ne va pas rajouter une théorie du complot de plus. Mais en tout cas, ce qu'on constate d'un point de vue strictement factuel, c'est qu'il y a de gros problèmes aujourd'hui d'atteinte aux libertés individuelles et fondamentales. Qu'heureusement, on a des institutions comme la Ligue des droits humains qui est très active et qui attaque l'État encore ce matin. Donc c'est vraiment heureusement qu'ils sont là. D'autres associations, des initiatives individuelles. Les parlementaires de l'opposition, et heureusement qu'il y a une opposition, qui font quand même, qui posent des questions au gouvernement, qui obligent le gouvernement à répondre. Par contre, quand on voit la façon dont les réponses sont faites, le président du Parlement qui dit « Ah non, ça c'est pas moi, c'est la commission de justice qui s'en occupe », le secrétaire d'État Mathieu Michel qui est en charge de la vie privée, qui répond en disant « Non, ça c'est le Parlement qui s'en occupe ». Et on est aujourd'hui face à deux éléments importants qui vont arriver dans les prochaines semaines. C'est cette fameuse loi pandémie qui nous inquiète tous beaucoup parce qu'en fait, est-ce que ça va être une espèce de vaste ratification de ce qui existait avant et en confiant peut-être une fois de plus, mais par une loi, l'ensemble des pouvoirs à de nouveau un comité de sécurité ou autre, ce qui serait de nouveau une catastrophe, et ce serait intéressant de voir si effectivement le Parlement la vote. Et la deuxième chose, c'est Mathieu Michel, donc le secrétaire d'État en charge, qui a dit qu'il fallait revoir la loi vie privée belge, et qui a trouvé 4 juristes, 2 francophones et 2 néerlandophones, pour travailler sur cette nouvelle loi qui a à peine 2 ans. Et donc là, je crois en tout cas, et merci à mes collègues journalistes de suivre ça, parce qu'on a des enjeux prochains. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui existe, c'est en gros, il continue, et donc il faudrait être très attentif à la façon dont vont être rédigés ces textes. Et si, Damien, je ne sais pas si tu m'entends. Ah, voilà. Oui, j'ai un petit problème de son sur mes écouteurs qui déconnent. Je te laisse enchaîner, j'essaie de régler mon problème de son. Ouais, mais là, il y a en déco, on réentend tout dans ton micro, je pense. Ah, bah forcément. Attends. Ça va devenir compliqué. J'essaie de le refaire basculer derrière. Tu veux que je continue quand même? Oui, vas-y, meuble. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que au-delà de commencer à entamer aussi des actions, ce qui est très très important, c'est que les citoyens puissent être informés de cette problématique, tout simplement. Rien que nous, déjà, on a démarré dessus, sur le sujet, sans savoir tout ce qu'il y avait derrière, alors que des choses étaient déjà sorties dès 2013. Certains journalistes avaient déjà mis le doigt sur ce système Robben, sur le problème de conflit d'intérêts et d'omnipotence de cette personne. Et aujourd'hui, on a diffusé notre longue vidéo sur YouTube. Je l'ai partagée autour de moi et j'ai énormément d'amis qui n'étaient pas du tout au courant de ce système. Par contre, ils savaient beaucoup mieux, ils étaient plus informés sur ce que pouvait faire Google ou Facebook, and so forth, sur le traitement de nos données. Mais par contre, pas sur l'État. Et je pense que c'est Philippe qui disait au début de ce stream, qui en parlait, on ne se rend pas bien compte ce que c'est nos données. C'est impalpable, on n'a pas l'impression que ça nous appartient en fait.
Et donc, c'est ça qui est important, je pense, et c'est aussi notre boulot, c'est de pouvoir continuer à expliquer et à mettre le doigt où ça va pas, quoi. Et puis espérer effectivement que des actions puissent être prises et faire changer les choses. Est-ce que c'est possible en plein chaos pandémique, parce que c'est quand même difficile aujourd'hui, enfin, cette parole-là, et on le voit bien, moi ce week-end je m'attendais à ce que ça provoque un électrochoc ou que ça monte au créneau, enfin je ne sais pas si vous avez été jeter un œil un peu sur Twitter ou si vous avez pingé des attachés de presse par rapport à tout ça, c'est assourdissant ce silence. Non, non, ça bouge. Hein. Damien, ça, Ouais. je te confirme, ça Bah, grenouille beaucoup. tu as eu sans doute eu une oreille beaucoup plus attentive que la mienne ce week-end Non, mais là-dessus. je pense que, en fait, je crois que le gouvernement est emmerdé, en fait, pour le dire Mhm. platement. Ils sont emmerdés. Ils se rendent bien compte qu'il y a une situation. Parce que je ravale un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a embrayé en disant qu'il y avait des intentions malveillantes et que des gens voulaient et ont mis en place ça de manière volontaire. Mais je pense que la principale énergie aujourd'hui, c'est de c'est pas de mettre en place un système véreux, mais c'est de ne Mhm. pas en sortir. Il y a une nuance. Ça plaît à beaucoup de monde, la manière dont ça se passe aujourd'hui. Cette espèce d'inertie, on a toujours fait comme ça, et ça fonctionne bien. Et peut-être que ça fonctionne bien, en fait, hein, mais je ne pense pas que ça fonctionne bien. Mais en tout cas, de toute façon, c'est illégal. Point barre. Ce qui se passe Mhm. aujourd'hui est illégal. Ça, c'est déjà une chose. C'est anticonstitutionnel, c'est illégal. C'est contraire au RGPD. Point barre. Pour en sortir, on a vu, il faut un peu de volonté. Je sais plus où je voulais en venir, c'était ta question, c'était, tu vois, je suis parti sur autre Mais chose. tu disais est-ce que c'est voulu ou pas? Est-ce que c'est sciemment Oui, designé pour être pour rajouter de la complexité et donc tout gripper volontairement? ça je ne pense Probablement pas, que non. vraiment pas. Voilà. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait pour en sortir, quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour et il va falloir être un petit peu radical là, non? Enfin, je veux dire, il faudra pas faire de l'eau tiède avec ça, parce que sinon, on va pas recréer une Oui, c'est ça. commission ou recréer un nouveau machin. Je rebondissais sur le fait que ça ne créait pas de remous, et que c'était silence Mm, radio. mm, Franchement, non. J'embrayais en disant, un, le gouvernement est emmerdé. ouais. Moi, j'ai eu, c'est quand même Mathieu Michel qui m'appelle qui me dit, oui, je comprends, mais, qui essaye de se justifier. J'ai eu Eliane Tillieu, qui est quand même une des personnes les plus importantes du pays, puisque c'est la présidente du Parlement, qui fait de la politique politicienne, hein, donc sa réponse, on apprécie ou on n'apprécie pas, peu importe, mais pour qu'elle en vienne à directement m'appeler pour dire ce n'est pas vrai, on bouge. Après, Mm, j'ai mon avis. Non, ce n'est pas vrai, le Parlement ne bouge pas. La seule chose qu'ils ont fait, c'est un audit à la Cour des comptes. Et comme disait Alexandra Jaspar, pourquoi pas l'AFSCA aussi. Euh, ben oui, les libertés, enfin les libertés individuelles et la vie privée, c'était une valeur marchande. Hein. La Cour des comptes pour évaluer l'action de l'APD sur notre vie privée. Enfin, excusez-moi, je ne comprends pas. Donc le Parlement ne fait rien, rien du tout. Euh, mais ça bouge, ils sont emmerdés. Les lignes bougent. Et je peux vous... mm, Voilà, j'ai eu aussi d'anciens responsables politiques, d'anciens ministres de la Santé, ministres parfois, qui, qui se mordent les doigts. Hein. Il y en a qui se mordent les doigts hein, sur le fait de vouloir laisser faire ça. mm, Donc il n'y a pas eu de volonté de le mettre en place, c'est juste que l'État a laissé faire. C'est une somme d'incompétences, d'erreurs de gouvernance, d'ego, si on prend le cas de Robben. Voilà. Mais il y a beaucoup d'incompétences, de faiblesse, de manque de courage, de raccourcis, de gouvernance, comme ça, voilà, qui fait qu'on arrive à ce système-là aujourd'hui, et qui, appelons un chat, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, arrange très bien la Flandre. Arrange très bien la Flandre. Donc, mm. il y a deux visions, ça c'est aussi un choc quand même de ce travail ici, c'est qu'il y a deux visions de la vie privée en Belgique. Ah,
On a perdu Jacques, à On a qui perdu Jacques. justement Je sais pas elle posait la question. Il y a Serge qui disait non, si- Mais il y a- ce n'est pas voulu. En fait, la théorie du complot, c'est plutôt la théorie du gros foutoir. La théorie du complot, je pense qu'on est Ouais, d'accord, exactement. c'est pas ça, Voilà, c'est juste que s'il c'est vous un plaît. gros bordel, quoi. Ouais. Voilà, parce que c'est mon autre sujet fétiche, c'est Mm, d'écrire sous les théories complotistes. On n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas du tout mm, là-dedans. Et j'ai même fait un peu d'autocensure à un moment donné dans ce travail, c'est que plus je tombais de ma chaise en entendant les témoins et mes coups de fil, je me disais, mais je peux pas écrire tout ça. Au moment mm. où justement les théories complotistes cartonnent, je me faisais presque de l'autocensure. Et puis à un moment donné, non, désolé de revenir à ce titre-là, mais ce n'est pas un complot. Vraiment pas. Ceci n'est pas un complot. Beaucoup de politiques politiciennes aussi. Euh, on n'a pas beaucoup parlé du président de l'APD qui est David Stevens. Mais très honnêtement, qu'est-ce qu'il fait là? En fait, c'est une vraie question. Donc, je lui en veux pas. Hein. J'ai passé 3 heures et demie d'interview avec lui. 3 heures et demie à le cuisiner dans tous les sens. Et je pose vraiment la question, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mm. A-t-il les épaules? A-t-il l'envie? A-t-il l'énergie? A-t-il le courage? A-t-il les compétences pour assumer ce rôle de chien de garde de la vie privée? C'est une vraie question. S'il ne l'a pas, pourquoi on le met là? C'est pas lui qu'il faut blâmer, c'est les personnes qui l'ont mis là. Mm, C'est mm. une vraie question. Jacques, tu voulais réagir? Je sais pas si le son repasse bien de ton côté aussi. Il y a un sacré décalage. Il y a un sacré décalage avec toi, Jacques. Je ne t'entends pas. Malheureusement, le son n'a pas l'air de remonter de ton côté. Ouais. Ah, aucun souci de son. Moi, en tout cas, je ne t'entends pas, Jacques. Je ne sais pas si ton micro est correctement allumé. Bon, en tout cas, ici, il est ouvert. Euh, je fais un petit tour dans le chat, tiens. On parlait, j'en profite le temps qu'on essaie de régler le petit problème de son du côté de Jacques. On parlait de l'application It's Me, que vous connaissez, j'imagine, Guillaume, Brieux, Philippe. It's Me, c'était, je pense, entre les banques et les telcos. Oui, c'est Axel Belen qui parlait de ça. It's Me, c'est une collaboration privée entre les banques et les telcos. Là, pour le coup, Philippe, enfin, je digresse peut-être un peu, mais on reviendra sur ces enjeux-là aussi derrière. Mais Oui. It's Me, ça a fait rigoler au début, mais finalement, c'est pas si mal que ça. J'ai envie de dire dans Non, mais le. c'est ça le danger, c'est qu'à un moment donné, on voit tous des avantages à ça. Ouais. Mais franchement, It's Me, c'est juste parce que j'ai pas assez avec 2 mains et un seul cerveau, enfin deux hémisphères. Mais c'est une vraie question journalistique. Il y a des vraies questions là derrière. Cette Mm. collaboration entre le privé et le public, et c'est dès lors qu'il y a, je sais pas moi, si il y a une frontière ultra imperméable entre ces données publiques qui sont quand même ultra sensibles, parce qu'on accède à tout, à mes données fiscales. Là, pour le boulot, j'ai une assurance groupe au boulot. Voilà, une anecdote. Et donc maintenant, ils ont arrêté le papier. Alléluia. Donc maintenant, on peut consulter l'état de son assurance par un site. Et j'ai dû y aller par It's Me. Mais bang! Donc en une fois, j'ouvre comme ça des sésames. Mais j'ai une vraie question. Mm. Moi, je suis pas. J'ai pas la réponse. Hein. J'ai dit c'est une bonne question journalistique. Creusons It's Me, vraiment. Il n'y a pas de soupçon Ouais. derrière. Hein. Je pars pas d'une. Jacques, est-ce qu'on t'a retrouvé? En tout cas, on a l'image, mais est-ce qu'on a le son? En- C'est compliqué. C'est Franck Robben, c'est la revanche de Franck Robben. J'ai une anecdote. Au moment où J'entendais pas. j'interviewais David Stevens et donc Ilke Heymans aussi, qui est le responsable directeur du service contentieux de l'APD. Donc on était un mardi, je pense, vers 11 heures du matin. Au même moment, il y avait audition à la Chambre et Franck Robben devait répondre aux parlementaires. Et donc, moi, je suis rue de la Presse, à 100 mètres du Parlement, retentissent les alarmes incendie.
dans tous les bâtiments, donc le bâtiment rue de la Presse APD, qui héberge aussi le comité paix, la bibliothèque du Parlement et tout le Parlement. Et donc tout le monde s'est retrouvé en rue. Donc si ça tombe, je me suis retrouvé à côté de Franck Robben, puisque tous évacués vers le Parc Royal. Et donc, franchement, on m'a posé plusieurs fois la question de savoir si ce n'était pas Franck Robben lui-même qui avait pu, grâce à ses pouvoirs magiques, pu faire en sorte qu'une alarme incendie se déclenche très précisément à ce moment-là. C'est une anecdote. C'était pour meubler, Damien. Merci Philippe, j'apprécie. J'essaye de récupérer Jacques, mais c'est compliqué. Visiblement, des petits problèmes de son. J'espère que sur YouTube, l'image est revenue. Aurore, tu disais que ça bloquait sur YouTube. J'espère que c'est revenu. Sinon, je m'en excuse. Ça va être difficile de relancer le stream uniquement pour YouTube. Wilco Bursil nous disait est-ce que It's Me a accès aux données? Est-ce que ce n'est pas simplement un prestataire d'authentification? De même manière qu'on peut utiliser son compte Google ou Facebook pour s'authentifier sur un site lambda. C'est, comme tu disais, Philippe, c'est un truc à creuser. Il y a des enjeux importants, mais ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois que l'État, et ça c'est un des grands principes de la Silicon Valley, chouette, c'est revenu sur YouTube, c'est que quand l'État est défaillant, c'est le privé qui s'engouffre dans la brèche et qui vient siphonner les fonctions régaliennes pour amener une plateforme qui va fonctionner super bien, mais on va créer de la richesse ailleurs. Or, ce sont quand même des données qui sont censées nous appartenir. Guillaume et Brieux, comment vous imaginez la suite de tout ça? Sur quoi est-ce que vous avez non, mais c'est sur quoi est-ce que vous avez envie de bosser? Est-ce que c'est un truc que vous dites, wow, putain, c'est trop gros, si on met le pied là-dedans, on est parti pour 10 ans, on va faire que ça. Vous êtes encore jeune, plus jeune que nous. J'imagine que vous avez envie aussi de faire d'autres choses. Il y a plein d'autres sujets qui vous intéressent, mais vous avez, et je souligne parce que c'est vrai que ça fait 2-3 mois maintenant que je collabore avec Hélène 24 sur des chroniques liées aux nouvelles technologies. On a eu l'occasion de se croiser plusieurs fois, notamment à l'IEX. C'est un filon vachement intéressant, journalistiquement parlant, ce sur quoi vous avez mis le pied là, non? Oui, bien sûr. Mais je pense que tu voulais répondre. Oui, ce qui est particulièrement intéressant dans ce cas-ci, c'est que on est sur une matière qui est vraiment très complexe. Je pense qu'une grande partie, on parlait là tantôt du fait qu'il y avait très peu de réactions, d'indignation parfois de la part des citoyens. Je pense que c'est en grande partie dû aussi au fait que c'est une matière qui est très technique. On parle de données personnelles, qui est déjà une notion assez abstraite de base, et en plus on rajoute à ça les institutions de l'État qui sont toutes des acronymes dont on ne sait plus trop ce que ça veut dire, où ça se situe, à quoi ça sert. Et donc c'est là que nous on a vu à la base un intérêt vraiment à s'intéresser à ce sujet, parce que comme on travaille justement sur ce format de journalisme explicatif, de décryptage, où on essaie d'utiliser justement les outils plus visuels, des schémas, des infographies, la dynamique que peut apporter aussi un outil qui est audiovisuel, comparé à quelque chose qui est plus un article de presse écrite ou quelque chose de plus académique comme manière de présenter les choses, pardon. Ici, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à faire et d'utiliser les outils qui étaient à notre disposition pour essayer de vulgariser cette problématique très complexe, très très complexe à la base, la rendre la plus tangible possible. Et donc c'est pour ça, au départ, qu'on s'est intéressé à ce sujet, comme disait Guillaume, on était là, tiens, en fait, il a l'air d'avoir des trucs un petit peu bizarres, on échange quand même beaucoup de données quand on va au resto, avec des applications, comment est-ce que tout ça est stocké, comment est-ce que tout ça s'échange dans l'architecture un peu complexe de l'État. Est-ce qu'on pourrait pas rendre ça un peu visuellement compréhensible, plutôt que plein de textes qu'il faut aller chercher à plein d'endroits différents et décortiquer dans tous les sens. Et c'est en creusant et en tirant sur le fil qu'on s'est petit à petit rendu compte que c'était beaucoup plus déjà complexe que ce qu'on imaginait, et qu'en plus de ça, à l'intérieur, il y avait des vrais problèmes et des vraies questions à se poser, avec des problèmes d'indépendance, avec des problèmes politiques, de l'inaction politique parfois, et un intérêt certain à ce que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça devrait fonctionner, ou en tout cas que ça fonctionne très bien pour certains, et que les citoyens soient gardés un maximum dans un écran de fumée si possible. Et en fait,
je rigolais au début de ta question, Damien, parce que je voulais justement poser la même question à Philippe ou à Jacques, parce que Philippe évoquait le fait que ça bougeait, mais au niveau du timing, je voulais savoir un peu son avis sur quand est-ce que ça va réellement bouger. Est-ce qu'on va devoir attendre juin avec le rapport, ou alors est-ce qu'au sein de l'APD, ça va bouger? Ils vont pas attendre que le Parlement prenne des décisions? Est-ce qu'ils vont assumer peut-être de prendre des responsabilités pour certains? Je ne sais pas si vous avez des avis là-dessus. Je vais donner la parole à Philippe juste après, mais d'abord à Jacques. J'espère qu'on t'a retrouvé, Jacques. Le son, tu nous entends et on te voit. Est-ce que vous m'entendez là? Super. Tu voulais réagir? Ah oui. Vas-y. Oui, en fait, tout le monde aimerait bien que ça bouge. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité pour le moment? Alors, il y a effectivement des actions citoyennes. Il y a l'action de la Ligue des droits humains. Donc, il y aura des décisions de justice. Donc, ça, c'est déjà un élément important parce que, quelque part, si la décision de justice fait que l'État se fait condamner par un juge, voilà, ça sera quelque part, c'est quelque chose qui n'arrive quand même pas tellement souvent. Donc ça, c'est une possibilité, je dirais par le bas. Par le haut, mais on a quand même une réaction de Didier Reynders, qui est le commissaire européen en charge en réaction aux lettres des deux directrices de l'APD qui, devant l'inaction du Parlement, sont passées au niveau au-dessus en allant voir l'Europe en disant, écoutez, nous, on est là pour défendre le citoyen européen sur la base d'une réglementation européenne et on a un État qui ne la respecte pas. Donc, voilà, donc c'était un peu logique d'escaler au niveau supérieur. Et selon ce que j'ai vu passer, effectivement, il y a eu des demandes de la Commission à l'État belge de dire, expliquez-nous un peu, ça nous semble quand même un peu bizarre. Donc, il y a une espèce je vais pas dire de tonalité qui fait que peut-être ça va faire bouger les choses. Sinon, au niveau du Parlement, et si on regarde, je dirais les comptes Twitter des parlementaires, etc., et moi je vois toujours passer des remarques par rapport à 3-4 députés ou parlementaires de l'opposition, et c'est tout. Et d'ailleurs essentiellement du côté francophone. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de constater purement factuellement que du côté flamand, ça commence tout doucement à rentrer un peu dans le truc. Il n'y a pas eu beaucoup d'articles. Il y a eu un article dans le CNAC il y a quelques jours, mais c'est assez récent. Il n'y avait pas beaucoup de réactions de ce côté-là non plus. Et c'est un peu, je me dis que toutes ces actions, les unes à côté des autres, qui vont faire bouger les choses. On a eu une association de médecins qui comprend 2000 médecins à qui on avait demandé, parce que le médecin devait rentrer des données sur la comorbidité, c'est-à-dire vous avez 65 ans, vous êtes obèse, vous êtes diabétique, et donc on transférait ces données quelque part. Et donc il y a un certain nombre de médecins qui ont dit non, il y a le secret médical, on ne va pas donner ces données sans qu'on sache où ça va. Donc on sent quand même que ça monte un petit peu en réaction, mais effectivement j'aimais bien la comparaison que Philippe avait dit tout au départ. Si c'était une atteinte à l'intégrité physique, on serait déjà tous dans la rue. Mais là, c'est une atteinte pas à la vie privée. Ça n'est pas vraiment un sujet peut-être suffisamment sexy pour que plutôt que je dirais la population se révolte. Mais ça bouge. Mais j'ai plus personnellement d'espoir que ça bouge soit via l'Europe, soit via les cours et tribunaux, que via le Parlement, parce que le Parlement n'a rien fait depuis des mois, en tout cas les partis de la majorité, et ils ont vraiment l'impression à chaque fois qu'on parle de ça, qu'ils remettent ça sous le tapis et qu'on passe à autre chose. Julien, dans les commentaires, dans le chat, qui dit la crainte, c'est que les citoyens viennent à se méfier encore plus de l'État dans cette gestion de leurs données et se retourner vers ceux qu'ils craignaient avant, à savoir les GAFAM & Co. J'ai vu un sujet, je pense que c'est ce midi, en télé, qui montrait l'exemple d'Israël, qui est quand même très loin dans son processus de vaccination, où ça fonctionne visiblement mieux, en tout cas ça va plus vite là-bas qu'ici, et où, de manière très naturelle, aujourd'hui, le passeport vaccinal est là, et si on veut retourner faire des courses, retourner au cinéma ou aller nager, il suffit de badger, quoi.
Vacciner, Mais c'est un bon exemple. Ouais, ouais. Et ça, C'est un bon exemple. est-ce que c'est cool ou est-ce qu'il faut complètement péter un plomb par rapport à ça? Mais c'est juste légal. C'est-à-dire qu'à partir du Ouais. moment où, enfin, si on part dans certains pays africains, ben, il faut se faire vacciner sur la fièvre jaune, et si on ne monte pas son passeport avant de monter dans l'avion, on ne part pas. C'est quelque chose qui a été mis en place de façon. Et donc, si à un moment donné, l'État met en place une réglementation, qu'on sait où sont les données, qu'elle respecte la vie privée locale, que toutes les règles sont respectées, un passeport vaccinal est quelque chose qui pourrait tout à fait se faire de façon totalement légale, mais sans tomber sur l'exemple qu'Élise de Grave donnait dans le film de 24, où finalement, on va peut-être nous dire, ah, vous ne pouvez pas monter dans le train, ou vous ne pouvez pas aller au cinéma, ou vous ne pouvez pas venir chez Carrefour. Bon, voilà. Sans qu'il y ait de transparence à ce niveau-là. Mhm. Ben, je rejoins parce qu'en fait, les deux questions finalement que tu posais, comment est-ce qu'on va, quelle échéance, qu'est-ce qui va bouger, qu'est-ce qui va faire en sorte que ça bouge, et ta deuxième question, c'est quelque part lié. Et non, dans tout le travail, je suis certain que Brieux et Guillaume sont dans ce trip-là, et on parlait de Knack tout à l'heure. J'ai beaucoup travaillé avec Christophe Clérix de Knack justement sur ces questions au début. On travaillait ensemble en binôme sur ces questions-là. Il y a pas le moindre doute sur la nature du message. Ce n'est pas de dire stop, arrêtons tout, la vaccination, le testing, le tracing, les masques, et, on se lâche vraiment, mais surtout pas, ce n'est surtout pas ça, et on espère tous en sortir le plus vite possible. Je crois que le message, c'est plus, mais bordel, excusez-moi, mais bordel, mais pourquoi on n'a pas mis en place tous ces outils, toutes ces dispositions, simplement de manière légale. C'est tout. Ici, on est dans l'illégalité totale, et donc c'est pas la faute des journalistes ou Jacques ou de ceux qui en parlent, qui dénoncent, qui créent de la défiance. C'est l'État lui-même qui s'est mis une balle dans le pied en ne respectant pas la loi, tout simplement, et en s'asseyant sur les institutions, en bypassant le Parlement, en crachant sur la PD, vraiment, hein, c'est eux qui créent de la défiance. Respecter la loi, tout à fait possible. Hein. Je suis pas juriste, hein, mais ce que j'ai entendu, c'est unanime. Il était tout à fait possible de mettre en place une politique de lutte contre le coronavirus et une politique de santé publique en respectant la vie privée, ce que l'État belge n'a pas fait. Ça, c'est une chose. Et par rapport à ta première question, à quelle échéance ça va bouger, il va y avoir une somme de choses. La première manière finalement de faire en sorte qu'on n'en parle plus, c'est que la presse n'en parle pas. Donc ici, je pense qu'il y a un mouvement qui est lancé. Ce matin, j'étais sur la première. Il y a eu Knack, la Libre, l'Écho, enfin tout le monde a commencé à embrayer. Si on veut que ça ne bouge pas, arrêtons, nous, journalistes, d'en parler, et c'est la meilleure chose à faire. Je ne pense pas que ce sera le cas, en tout cas, Guillaume, Brieux, je vois qu'on peut compter sur nous pour continuer, quoi, à creuser. Il y a une autoroute journalistique pour tous les journalistes qui cherchent du boulot là maintenant. Allez-y, il y a un boulevard. Après, il y a de fait la Commission européenne, mais il faudra voir dans quelle mesure Didier Reynders, je suis désolé d'être cash, hein, mais Didier Reynders, il était au gouvernement depuis 20 ans, il connaît parfaitement le système, il sait exactement ce qui se passe. Donc maintenant, évidemment, il est à Bruxelles, comme on dit, il faudra voir s'il aura le courage d'aller tirer les oreilles d'un État auquel, quelque part, il a quand même participé à la mise en place du système. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de facto une situation d'illégalité pour la Belgique qui aurait quand même le privilège d'être le premier pays européen à être en infraction au RGPD. C'est quand même, voilà, avec Facebook, Google, c'était le cas, mais pour la Belgique, voilà, c'est un peu un triste record. Après, je pense qu'il y a de fait quelques remous côté francophone au Parlement. Si la presse continue à faire son boulot, il va y avoir des interpellations qui vont se multiplier. Je voulais juste revenir sur la révision de la loi vie privée annoncée, je fais de la pub, je suis désolé, annoncée dans le soir par Mathieu Michel. J'y crois pas. J'y crois pas. On a discuté avec lui. Pourquoi? Tout simplement, en fait, Mathieu Michel, il fait son job. Sans jeu de mots avec Michel.
il fait son job parce qu'il y a une obligation de révision, d'évaluation de cette loi. C'est marqué dans la loi, il faut l'évaluer en 2021. Donc il fait juste qu'appliquer la loi en créant une évaluation. Ce qui va ressortir de cette évaluation, ce n'est pas une nouvelle loi, c'est un avis. Le poids juridique de ça est extrêmement faible. Par ailleurs, quand on voit le comité qui est mis en place, il a mis en place un comité d'accompagnement avec 4 personnes, aussi un beau sujet, hein, qui on retrouve notamment côté francophone, on retrouve un Français qui ne connaît absolument pas la situation en Belgique, enfin je ne pense pas, et on retrouve côté flamand une personne qui travaille à la KU Leuven, dans le laboratoire de l'épouse de David Stevens, qui est donc président de l'autorité de protection des données, et qui est tout acquise à la cause de Franck Robben. Donc, dans quelle mesure Mathieu Michel lui-même ne va pas tomber dans le piège Robben en sortant une loi ou un avis ou une proposition en juin qui pourrait dire finalement on va quand même remettre de l'ordre. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas un problème de conflit d'intérêts, c'est un conflit interpersonnel en fait. C'est des gens qui ne savent pas travailler ensemble. Donc on va régler tout ça, on va remettre un président suprême et on va remettre de l'ordre. Mais le risque il est quand même là, hein, c'est qu'on affaiblisse encore plus la PD au terme de cette loi, qui à mon avis, à ce stade-ci, ne va pas déboucher sur un nouveau texte législatif, ça va être un avis. Mais d'ici là, on parle de juin, juillet, on est en février, avec tout ce qui bouge maintenant, je pense que les choses auront quand même évolué d'ici là, notamment par rapport à Franck Robben. Pascal qui demandait un lien, voilà c'est un de tes papiers aussi, hein, Philippe, avec Martine Dubuisson. Il est 21h30. J'imagine que vous avez aussi encore un peu de boulot avant de refermer le rideau aujourd'hui sur cette journée. Je voulais vous remercier tous les 4 d'avoir été là ce soir. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Moi, je suis content qu'on ait eu cette conversation parce que je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on en aura d'autres. Franchement, merci à ceux aussi qui étaient là avec nous. Je vois on était une 45-50, quasiment tout au long. Là, on commence à faiblir un peu, on est 35, mais voilà. Merci à vous d'avoir été là. Merci aussi pour toutes les questions qui ont été posées. On n'a pas évidemment pu répondre à tout, mais il y a pas mal de questions sur It's Me, sur les tokens d'authentification, sur ce genre de choses. Ça, à mon avis, ça peut faire l'objet d'une chouette conversation aussi sur ce genre de choses, parce que il y a à creuser. Manifestement, moi, ce qui me fait peur, mais j'aime pas parler de peur parce que de nouveau, on tire sur un fil qui est pas positif et ça m'emmerde. Et j'aime bien voir le côté positif des choses. C'est qu'il y a quand même, en matière de vulgarisation, en matière de pédagogie, en matière de compréhension des enjeux, moi, j'en ai marre que nos politiques nous sortent la sauce du « mais c'est compliqué quand même, hein, donc alors, non, c'est pas compliqué. On rend les choses compliquées. Il y a moyen de simplifier. Il y a moyen de la simplification administrative. C'est pas dans cette attribution. La complexité du système qui est mis en place est le meilleur argument de sa survie. Il faut retenir ça. Oui. Et je crois que c'est. Enfin, on a été un certain nombre d'académiques à être les premiers sur LinkedIn d'abord, prudemment, en parler, etc. Et effectivement, je rejoins tout à fait Philippe, et on a vraiment besoin de la presse pour valider, et franchement, j'ai adoré le reportage d'LN24, et que ce tableau derrière, franchement, ça peut faire une série Netflix. Hein, il y a moyen d'en faire un certain nombre en rajoutant des trucs. C'était vraiment extrêmement pédagogique. C'était vraiment très très bien fait, et c'est vrai que, et là je dois dire que faut quand même tirer son chapeau envers les journalistes, parce que c'est quand même pas simple de s'attaquer à un projet qui est extrêmement complexe et d'arriver effectivement à le rendre compréhensible et utile. Et je crois qu'aujourd'hui, et ça c'est un peu mon espoir, c'est qu'effectivement la presse continue, et heureusement qu'on a une presse libre qui permet de le faire, et d'avoir les académiques qui suivent, qui informent, qui attirent l'attention sur des potentiels futurs. Et puis, effectivement, regarder ce que les actions judiciaires vont faire, ce que la Commission européenne, puisque Philippe a raison, évidemment, Renders n'a pas oublié son passé, mais quelque part, il est de facto
un membre de la commission et c'est la commission en elle-même qui réagit. Donc, on peut espérer quand même qu'il se passe quelque chose. Mais effectivement, je ne crois pas que c'est la dernière fois qu'on parlera de ce sujet. J'aimerais bien qu'on n'en parle plus. J'aimerais bien que tout soit parfait et qu'on soit dans la légalité le plus totale, mais... Merci Serge, merci Julien, Pascal qui parle de la matrice belge et Serge qui lui répond de Matrix avec IECKX évidemment comme une gueuse. Merci Brieux, merci Guillaume d'avoir été là aussi. Bonne continuation, j'ai envie de dire, bon boulot, chapeau déjà pour le boulot que vous avez fait et bon courage pour la suite. Merci beaucoup Philippe aussi pour tous ces éclairages. Et là aussi, bon courage pour la suite, parce qu'il va en falloir... ça va être un sacré marathon, j'ai l'impression. Moi, j'ai envie de te demander, peut-être pour conclure, c'est qui les politiques qu'il ne faut pas lâcher aujourd'hui ? Qui est-ce qu'il faut garder à l'œil et dans le viseur Il y en a un... Ouais, je sais pas, mais j'ai envie de dire Kungens, parce que Kungens, pour l'instant, nous mitonne un projet de banque d'ADN. Donc tous les nouveau-nés devraient lâcher une partie de leur ADN, à ne dégainer évidemment qu'en cas d'extrême urgence, c'est-à-dire terrorisme ou viol ou ce genre d'acte absolument odieux. Mais évidemment, voilà. Donc c'est un chouette petit sujet, hein, Guillaume Brieux, demain Kungens. Mais non, mais c'est effrayant. Si j'ai droit 12 secondes, comme sur Classique 21, quand on fait la dédicace, je voudrais vraiment tirer un énorme coup de chapeau et un appel aussi presque à la mobilisation, presque comme Julian Assange par rapport aux 2 lanceuses d'alerte de l'APD. Vrai soutien, on ne peut pas les lâcher, elles sont menacées aujourd'hui, elles sont harcelées, il y a eu des privations de salaire, on leur demande de la boucler, c'est extrêmement courageux, elles risquent leur boulot et elles sont juste extrêmement compétentes et courageuses. Donc ça, c'est aussi un autre sujet, c'est de faire en sorte que la Belgique d'urgence transpose de manière ambitieuse le statut de lanceur d'alerte imaginé au niveau de la Commission européenne. Et je rebondis aussi sur ce que Jacques disait, tout ça, ce boulot n'est pas possible s'il n'y a pas derrière des gens dans des bibliothèques de droit parfois un peu poussiéreuses qui depuis 10, 15, 20 ans bossent sur des sujets sans que personne ne s'y intéresse et qui aujourd'hui permettent justement de valider ce qu'on écrit et de l'écrire sans trembler. Parce que c'est validé derrière par des gens qui s'y connaissent vraiment. Donc voilà. Merci Philippe. Et je pense à Élise de Grave. Voilà. Ouais, et on rappellera les noms d'Alexandra Jaspar et Charlotte de Rep qui sont les deux personnes qui ont les 2 directrices de l'APD qui aujourd'hui sont voilà parce qu'elles ont eu l'outrecuidance, le courage, je sais pas comment il faut le dire, d'alerter sur ce qui est en train de se passer, qui aujourd'hui sont effectivement dans l'œil du cyclone. Alors, je fais un dernier petit tour dans les commentaires. Pourra-t-on revoir la totalité du live, Art? Oui. Tout sera disponible sur YouTube et sur Facebook et sur... oui, tout ça sera disponible. Bonjour à David aussi qui nous a rejoint. David, on termine malheureusement. Frédéric aussi qui parlait du conseil concernant l'échange automatisé de données relatives aux données ADN. Ça date déjà de 2016, ça arrive. Ouais. Le lien pour le reportage de l'N24, demande Mathéus. Oui, on va le filer. Où est-ce qu'il est? Attends, il est sur YouTube. Hein. Sur la chaîne YouTube de l'N24. Ouais. Sur la chaîne YouTube de l'N24. Et je sais que normalement sur Twitch, à la fin d'un live, on doit faire un raid, Matt. Voilà. Mais comme je ne passe pas par l'interface directement de Twitch, je vais avoir du mal à faire un raid. Promis, je me le mets sous le coude pour la prochaine fois pour améliorer un peu tout ça. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir que moi. Moi, ça me fait kiffer de jouer le Shiva là, avec du montage, du truc en même temps, d'avoir fait notre Isabelle. Enfin, bref, voilà. Merci à vous 4 d'avoir été là. C'était un bon moment. On va s'en garder sous le coude encore pour d'autres fois. On aura encore d'autres occasions, je pense. Merci Damien. Mais je pense que merci pour ton invitation. Aujourd'hui, ça va être bon. Bah, merci à vous d'avoir été là. Et puis, normalement, j'ai un petit panneau de fin qui doit amener les gens vers la suite et qui va clôturer ce stream. Donc voilà. Il n'y aura pas de raid, mais il y en aura un la prochaine fois, promis. Voilà. Donc, grand merci à tous. Le replay sera là. On va faire un article. Merci à tous ceux qui étaient là. À bientôt. Ciao. Hmm.